Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous rejoignez ce live. Donc juste avant de débuter, ça permettra aux autres de rejoindre, puisque je vois que vous êtes pratiquement une quarantaine. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de m'écrire sur le chat si vous entendez bien, si tout va bien, le son, l'image? Alors je vais avoir certainement un décalage entre vous et moi. Hein, donc, n'ayez crainte si je vois vos réponses, enfin vos questions plutôt, et que je mets un peu de temps à répondre, c'est tout à fait logique. Allez, parfait. Donc, j'ai des retours. Hein. Bonsoir Hamza, bonsoir Jeanne, bonsoir Abderrazak, bonsoir Yas, bonsoir Tariq, bonsoir Lagbir, bonsoir Nina. Allez, parfait. Mais on peut commencer. Hein. Donc, comme vous l'avez vu, hein, ça fait quelques jours, quelques semaines que ce live est prévu par ProConta et qui s'intitule tout simplement donc Dans la peau d'un correcteur. Avant que je me présente, tout simplement, je vais vous poser une petite question, hein, le temps justement d'avoir un peu plus de monde en live. Et tout simplement, je vais vous demander, est-ce que, donc on est dans le cadre de l'UE4, du DSCG, bien entendu, est-ce que c'est votre première fois donc que vous passez l'UE, hein, bien entendu. Donc indiquez-moi sur le chat, je suis curieux de savoir un petit peu si c'est le cas ou pas. Est-ce que vous réitérez une deuxième fois, une troisième fois j'attends de voir ça. Alors pour Hamza, c'est la deuxième fois. Marine, deuxième fois. Alors Anas, oui, oui quoi, c'est votre première fois. Nina, deuxième fois. Bon, on a des personnes un peu aguerries. Tatiana, première fois. Jeanne, deuxième. Ok, donc pour première fois, ok. Donc pour celles et ceux qui repassent, j'imagine, hein, deuxième fois, pour certains c'était peut-être en touriste, pour d'autres vous n'aviez pas assez bossé l'épreuve, j'imagine, soit par manque de temps, soit dû à vos contraintes personnelles. Donc vous allez certainement connaître quelques points, mais ça vous servira très certainement, hein, j'espère d'ailleurs. Et pour ceux qui découvrent, ou du moins vont la passer pour la première fois, vous allez apprendre, j'espère, pas mal de choses. Donc, avant d'attaquer le sommaire, hein, je tiens à me présenter. Donc, Lies Ben Mostefa, comme vous l'avez certainement vu dans la description, je suis actuellement professeur agrégé en économie-gestion et plus spécialement dans la discipline de la comptabilité-finance. J'enseigne actuellement en DCG, DSCG, également en BTS, l'UE4 plus particulièrement en DSCG, donc celle qui nous intéresse. Et l'avantage, c'est que avant d'être enseignant, avant de passer mes concours, j'ai justement été moi-même étudiant en DSCG et en DSCG, et ça remonte pas si loin finalement, puisque mon DSCG, je l'ai validé en 2018. Donc c'est à peu près à 3-4 sessions, donc c'est assez frais. J'ai du coup cet avantage-là d'avoir ce recul, non seulement en tant qu'ancien étudiant, mais également en tant que nouvel enseignant, puisque maintenant je connais les attendus des deux côtés, et j'ai pour objectif ce soir, du moins, de vous les partager, de vous aiguiller au mieux, et de répondre éventuellement à toutes vos questions. Donc le sommaire, ce soir, comment ça va se passer? On va voir ensemble, dans un premier temps, la matière l'UE4, tout simplement, comptabilité audit, au niveau du DSCG. Ensuite, on va s'intéresser, donc assez rapidement, à la matière lors de l'examen. On continuera, donc le grand 3, vous le voyez. Je m'intéresserai aux chiffres du rapport de jury de 2021 sur l'UE4. Peut-être pour certains, vous savez déjà ce qu'est un rapport de jury. Pour d'autres, eh bien, j'en parlerai, tout simplement. Ensuite, donc, le cœur de notre travail ici, de notre live ce soir, c'est vraiment d'analyser des bonnes et des mauvaises copies de cette session qui est passée il y a 2-3 mois. Donc avec ProConta, on a pu récupérer quelques copies d'anciens étudiants. Alors des bonnes copies, on va le voir ensemble, des moins bonnes, justement pour vous indiquer bien les éléments à reproduire
le jour J et ceux à ne pas reproduire en l'occurrence et comprendre pourquoi on peut avoir ce gap plutôt entre une bonne note et une mauvaise note. Ensuite, on va terminer avec le constat et les conseils du rapport du jury 2021. Donc, on aura vu les chiffres dans un premier temps. Là, on va s'intéresser à ce qu'ils nous proposent. Quel est finalement leur retour sur cette épreuve, sur cette année 2021. Et enfin, les conseils de l'expert, donc mes conseils que je vais essayer de vous donner et de vous clarifier pour que, j'espère, vous réussissiez tous et toutes cette épreuve tant compliquée du DSCG. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Je répondrai soit immédiatement si j'ai terminé mon petit charabia, ou alors ça sera un petit peu 2-3 minutes après, le temps de terminer mes propos. On y va. Donc, rapidement, même si je pense que vous êtes pour la plupart au courant, sur ça, il n'y a pas de souci, je voulais quand même le préciser. Donc, l'UE4, qui s'intitule Comptabilité Audit, se compose, et c'est la principale particularité de cette UE, notamment en DSCG, en 4 sous-disciplines. On va voir, et donc je puise ça du référentiel, de votre programme tout simplement, les 4 grands points. Premièrement, la consolidation, qui est prévue pour un quota d'heures, je dirais, c'est estimé, c'est une moyenne de 50 heures de travail. Les IFRS, donc normes IFRS, les normes internationales qui ont intégré récemment, depuis la réforme l'année dernière, votre programme officiellement, je dirais, bien qu'ils étaient présents. Là, on les voit bien distingués et qui prévoit un quota d'heures de 40 heures de travail. Un troisième point que l'on appelle les opérations de restructuration et qui englobe toutes les opérations que vous avez peut-être déjà entendues ou même étudiées, les fusions, les scissions et bien d'autres, donc principalement les fusions. Et le temps, je dirais, à accorder, ou du moins ce qui est prévu, c'est environ 30 heures. Et enfin, vous avez la dernière partie, l'audit des comptes, donc spécifique au DSCG, qui, tout est spécifique, je dirais d'ailleurs, qui est prévu pour une 50aine d'heures. Donc ces heures-là, bien entendu, c'est lorsque vous les préparez dans un établissement scolaire. Ça peut être je dirais une fourchette, une idée de travail à fournir, mais après, tout dépend de la formation que vous allez sélectionner. Si vous êtes un candidat libre ou pas, eh bien, le temps à allouer, ça dépendra de chacun, de ses disponibilités, de ses capacités surtout, etc. Mais vous constatez que finalement, en une seule et même discipline, on se retrouve à avoir 4 disciplines. Et c'est tout particulièrement la difficulté, la plus grosse difficulté de cette UE, qui est l'une des plus complexes, je dirais, avec celle de droit, l'UE 1, à réussir. Suite notamment à cette quantité d'informations et de contenu à maîtriser par les étudiants. Alors ça, c'était la matière, très simplement, sans rentrer dans le détail, de quoi elle se compose. Concernant la matière à l'examen. Donc la matière à l'examen, tout simplement, vous le savez, c'est une épreuve ponctuelle, donc écrite, qui regroupera tout votre travail sur une année. Donc on passe une fois l'épreuve chaque année. On n'a pas 2 sessions ou 3 sessions comme on pourrait l'avoir dans d'autres examens ou concours. Cette épreuve-là est constituée dans la logique et très généralement de 3 à 4 dossiers. Un petit peu comme on a pu le voir, vous avez 4 sous-disciplines, donc grosso modo 4 dossiers. Ça peut varier, ce n'est pas une règle absolue. La durée est de 4 heures maximum, vous avez 4 heures, et le coefficient d'1,5. Donc ça, c'est lié à l'épreuve elle-même. Spécifiquement, mais si vous êtes issu d'un DCG ou si vous avez vous n'êtes pas, je dirais, néo-DSCG, vous êtes au courant de ces histoires-là, de ces notations-là, puisque une note inférieure à 6 sur 20 sera éliminatoire, ce qui signifiera, puisque la spécificité du DSCG, c'est qu'il n'y a pas de rattrapage, donc moins de 6, vous revenez l'année prochaine. Lorsque vous êtes entre 6 et 10, eh bien, votre note peut être conservée et vous avez la possibilité de repasser votre épreuve si vous le souhaitez. Et supposons que vous êtes excellent en UE4 et vous avez l'habitude, vous estimez votre niveau à 15 sur 20 et le jour J, vous vous plantez ou peu importe la raison, vous vous trouvez avec un 7, eh bien, vous pouvez vous dire, bon, je reviens l'année prochaine parce que je sais que je vaux plus. Donc, c'est possible. Et enfin, lorsque vous passez
vous êtes supérieur à 10 sur 20, eh bien, vous avez validé votre note. Donc 10 et plus, vous ne pouvez plus la modifier, plus toucher. Et bon, si elle vous convient, tant mieux. Si, encore une fois, vous estimez que vous valez 15 et que vous avez 10, vous pouvez peut-être être déçu, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce niveau-là. Concernant la correction, donc là, je vous ai dit, c'était votre travail. Le nôtre, maintenant, en tant que correcteur, comment ça se passe? Donc, on a une double correction à effectuer sur chacune des copies. Donc, on est très généralement en binôme. On a des paquets entre 50 et 80 copies, tout dépend des académies. Et donc, une lourde tâche, hein, beaucoup de travail, mais sachez que vos copies sont, excepté pour l'année Covid, doublement corrigées. Et cette correction-là nécessite pour le coup une harmonisation des copies. Donc, premièrement, l'harmonisation pour la copie elle-même entre les enseignants. Hein. Si un enseignant corrige et vous met 8 et l'autre vous met 14, il y a un souci, donc on vérifie qu'il n'y a pas de problème. Très généralement, lorsqu'il y a plus de 2 points d'écart, eh bien, ça nécessite une recorrection. En deçà, on fait la moyenne et tout va bien. Et plus généralement, sur le paquet de copies, on va harmoniser, hein, vérifier que l'on n'a pas lésé certains étudiants par rapport à d'autres, notamment peut-être les premières copies par rapport aux dernières. Donc voilà, et globalement aussi avec d'autres collègues pour vérifier que tout correspond, tout est cohérent. Donc voilà un petit peu concernant la matière elle-même, donc pour vous, et un petit peu comment vous êtes corrigé, comment c'est analysé. Même si je vais revenir sur la correction, bien entendu. Alors, Ibrahim, je vois que tu viens de Master CCA, très bien. Alors, on arrive sur le troisième point, concernant les chiffres du rapport du jury. Donc, les chiffres du rapport du jury, le rapport du jury, c'est un document qui est pour tous les examens et tous les concours présenté à la fin tout simplement de la session pour faire un petit peu le bilan, donc tant d'un point de vue chiffres que d'un point de vue constat de la situation, des conseils à fournir, etc. C'est un petit peu, je dirais, un puits d'informations qui est nécessaire, hein, pour les étudiants et qui se retrouve en ligne. Hein. Vous pouvez taper sur Google, vous allez le trouver très facilement. Et ça peut vous servir, hein, pour les différentes UE que vous allez passer, hein, si je me focalise sur le DSCG, puisque vous allez pouvoir un peu récupérer les impressions du jury, les conseils, et aussi, pourquoi pas, analyser quelques chiffres pour vous aiguiller. Personnellement, j'ai souhaité vous mettre quelques chiffres ici sur les 3 dernières années, avec justement, donc vous le voyez, hein, 2019, 2020, 2021, et on peut constater, donc on va analyser rapidement ça ensemble. Premièrement, au niveau du nombre d'inscrits sur toute la France, et France métropolitaine et Outre-mer, hein, tout confondu, le DSCG, l'UE4, pardon, engage à peu près entre 8200 et 8300 inscrits chaque année. Vous le voyez, hein, ça a un peu diminué, puis augmenté, mais on est sur une constante. Au niveau des présents, donc être inscrit ne signifie pas être présent, on a à peu près 75%, hein, de présents, entre 75 et 80%. Donc en l'occurrence, un étudiant sur 4 ne vient pas, ou 1 sur 5 ne vient pas ici composer, bien qu'il se soit inscrit. Concernant les admissions, vous voyez, hein, que les chiffres baissent tout d'un coup. Et ici, tout simplement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sont les étudiants qui ont eu plus de 10. Ça ne signifie pas, je répète, hein, que être admis ne signifie pas simplement ne pas être éliminé, donc avoir plus de 6. Non, c'est pas moi. Ça ne signifie pas, pardon, avoir plus de 6. Donc être admis, c'est 10 et plus. Vous pouvez bien sûr avoir moins de 10 et compenser avec d'autres disciplines, d'autres UE qui vous permettront de valider votre DSCG. Tout est possible et on en a vu des étudiants de la sorte. Mais en supposant qu'on se focalise sur l'admission, sur une note supérieure à 10, et c'est, j'imagine, l'objectif de chacun si vous êtes présent ici, eh bien on constate que le taux de réussite est vachement faible, hein, et notamment pour cette session, puisque bon, l'année Covid, ça a été un peu sympa, on était aux alentours de 30%, puis on voit que l'année dernière et cette année, on est pratiquement autour de 20%, ce qui signifie que sur les inscrits au total, hein, ici
8000 étudiants, par exemple, on a seulement 22% de réussite, d'admis. Donc, un étudiant sur 5 va avoir plus de 10, ce qui est relativement faible et c'est l'une des UE qui présente le taux de réussite le plus faible. Continuons. On arrive sur la partie... Donc, s'il y a des questions, vous m'interrompez. Hein. S'il n'y a pas de questions, j'imagine que je suis assez clair et que je peux continuer. Et on va arriver donc, sur le cœur de notre contenu, hein, l'analyse de bonnes et de mauvaises copies de cette session-là qui est passée. Donc, vous avez normalement, dans le chat, je viens de voir que ça a été transmis, et vous avez la possibilité de télécharger, sauf si vous l'avez déjà, le sujet officiel de cette année, hein, de la session 2021. Donc, dans l'objectif, ici, je ne l'ai pas intégré dans les slides, de sorte à ne pas alourdir la présentation et que ce soit assez clair et rapide, limpide surtout. Néanmoins, je vous le partagerai à l'écran lorsque je voudrais présenter quelques points. Si vous voulez l'avoir sous vos yeux parallèlement, ça ne pose pas de problème. Si vous ne pouvez pas le télécharger ou vous n'en avez pas spécialement besoin, ça ira. La présentation pourra être compréhensible même sans le support. C'était plus pour vous. Alors, premier rappel, hein, si je devais rappeler le sujet de cette année, peut-être que ceux qui ont composé s'en rappellent. Pour celles et ceux qui composent pour la première fois et qui n'ont pas vu le sujet, eh bien, tout simplement, le sujet officiel de cette année se présentait sous forme de 4 dossiers. Et chaque dossier couvrait une des parties, hein, une des grandes parties du programme. Donc, à la fois consolidation, IFRS, opération de restructuration et l'audit. Donc, le premier dossier qui était sur 9 points, donc pratiquement la moitié de la note, ici, de la notation, abordait les comptes consolidés. Donc, on était au niveau de la consolidation, mais on se basait sur le référentiel IFRS. Donc, un des référentiels importants à maîtriser en consolidation. Vous aviez un second dossier qui était sur 5 points, donc un quart de la note, et qui traitait de 2 opérations sur les fusions-absorptions. Donc le bloc opération de restructuration. Ensuite, vous aviez le troisième dossier qui traitait spécifiquement de l'audit, et pareil, c'était sur 5 points, donc un quart, pardon. Et enfin, le dossier 4, d'ailleurs, je crois que c'était sur 8 points et pas 9 points, puisqu'on se retrouve à 21 points. C'était sur 8 points, me semble, le premier dossier. 2 points sur un cas spécifique en IFRS, sur une norme bien précise. Donc, ici, répondant à cette nouvelle partie qui a été ajoutée dans le référentiel. Donc, ce que je vous disais, finalement, un sujet plutôt classique. Cette année, il n'y avait pas de souci particulier. Hein, alors, est-ce que je vous le présente tout de suite? J'analyse pour l'instant et j'y viendrai après sur le sujet lui-même. Donc, concernant la typologie des questions, donc quelles questions étaient présentées, et c'est généralement le cas chaque année, hein, donc ce que je vous donne là, c'est spécifique à la session 2021, mais valable pour toutes les autres sessions et très certainement les sessions à venir. Donc, on a généralement des questions de type notionnel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par notionnel? Les notions, ce sont principalement des définitions. On va clairement vous poser des questions sur telle ou telle terminologie, telle ou telle notion, tel ou tel concept à définir, à expliquer. Ensuite, vous avez, ce qui est quand même pour beaucoup de la notation, des questions de type calculatoire. Donc, notamment, par exemple, dans le périmètre, où il va falloir, le périmètre de consolidation, il va falloir calculer des pourcentages. Dans les opérations de fusion, où il va falloir calculer des augmentations de capital, du boni, du mali, des primes de fusion. Donc, ces éléments-là qui apparaissent plutôt sous forme calculatoire. Et enfin, on pourrait avoir également des questions plutôt d'analyse, où on va vous demander de comparer deux situations, de présenter d'un certain référentiel un élément, puis de le comparer si vous l'aviez utilisé à un autre référentiel, donc des questions plutôt comparatives, et également des questions de synthèse, où on va vous demander de synthétiser vos travaux, d'expliquer, de résumer, de donner une information bien claire sur un point précis. Qu'est-ce qui est imposé? Alors, c'est là où
on rentre dans de la méthodologie et il est bon de le savoir. Alors, si vous le préparez du moins tout seul, eh bien peut-être vous n'allez pas avoir cette méthodologie-là, mais c'est l'intérêt de ce live ce soir. Eh bien, c'est tout simplement, premièrement, de ne pas hésiter et même d'abuser, je dirais, de l'utilisation de tableaux. D'accord? Si il y a bien quelque chose que les correcteurs aiment, c'est voir, notamment pour la partie calculatoire, hein, bien sûr, on n'attend pas de tableau pour des définitions ou pour de la rédaction au sens large, mais pour tout ce qui est calculatoire, tout ce qui est comparaison de situations, par exemple avantages, inconvénients, eh bien ici, l'utilisation de tableaux est recommandée, fortement recommandée. Et ça, c'est un gros plus. Ensuite, et on va voir justement dans certaines questions, dans certaines copies, si ça a été utilisé ou pas. Ensuite, on va voir la rédaction de réponses écrites. Là aussi, attention à ne pas tomber dans l'excès, je dirais dans l'abus de compréhension, à savoir, on est dans l'UE4 et justement, on se dit, bah, c'est pratiquement que des calculs, c'est de la compta, c'est de la fusion. Eh bien, non. Lorsque vous allez avoir des questions justement notionnelles, des questions de rédaction, on attend, et c'est là où justement aussi on va pouvoir vous évaluer eh bien, à une certaine qualité rédactionnelle, à un certain niveau de français, avec notamment, je dirais, une attention tout particulière sur l'orthographe, sur la syntaxe, sur la forme. Bref, tous ces éléments-là sont aussi importants, je dirais, en comptabilité qu'en droit, puisque vous êtes à un niveau, je vous le rappelle, de master, qui exige une certaine maîtrise de prérequis, notamment de la langue française, et voilà, tout simplement d'une maîtrise à ce niveau-là. Si vous passez le DSCG, c'est que potentiellement vous souhaitez avoir des postes à responsabilité, et qui dit responsabilité dit communication avec, que ce soit des salariés ou des tiers, peu importe, mais qui nécessite voilà, ce niveau-là, et ça montre l'importance, ou du moins la qualité d'un candidat. Je vous le rappelle, on ne vous voit pas, on ne vous connaît pas, on n'a aucun prénom sur les copies, vous êtes totalement anonyme, et toute copie est similaire pour nous. La seule façon de vous distinguer, outre les connaissances bien entendu, c'est ce formalisme-là, c'est cette façon de rédiger, ce respect de la langue française, de la grammaire, de l'orthographe, qui vont déjà nous permettre de vous lire et de prendre plaisir à vous lire et à vous corriger, parce que vous avez peut-être vu, et on va le voir, hein, des copies de 15-20 pages, vous multipliez par 60 ou 80 copies, ça fait énormément de lecture, en un temps assez restreint pour corriger tout ça. Donc, à vous c'est déjà un conseil que je vous donne, hein, à vous de bien faire attention pour vous démarquer, vous distinguer d'une copie lambda. Alors, Benjamin, je vois qu'il y a une question. Exemple de tableau, on va y venir, hein, tout simplement, lorsque vous allez présenter des calculs, il va falloir, je vais vous le présenter là dans 2-3 slides, donc je vous demande 2 minutes de patience et vous allez avoir un exemple bien concret. Alors, si vous passez en candidat libre, il n'y a aucun problème, hein. D'ailleurs, ce live ne s'adresse pas qu'à des étudiants qui, au contraire, hein, pas qu'à des étudiants qui sont déjà en formation, inscrits dans des écoles ou autres. C'est ouvert à tout le monde. Alors, effectivement, il est un peu plus compliqué de le passer en candidat libre, parce que déjà, si vous êtes un candidat libre, c'est qu'à côté, vous êtes peut-être très souvent occupé à travailler ou pour d'autres raisons. Et vous avez surtout ce manque de suivi, ou du moins cette émulation régulière avec des étudiants ou des enseignants. C'est un peu complexe, mais attention, tout est possible, hein. Il y a des candidats libres qui le passent chaque année et qui réussissent haut la main. Alors, on continue concernant l'analyse et les éléments que j'ai retenus. Donc, j'avais plusieurs copies, mais je me suis dit que je vais limiter, sinon on allait passer 3 heures ensemble. J'ai retenu 3 copies. La première copie qui a eu 14. La seconde qui a eu 13,5. Et la troisième qui a eu 6 sur 20. Donc, vous me direz, où est la mauvaise? Puisque 6, ça reste tout juste acceptable. Et pour certains, vous me direz, le 6 leur conviendrait bien. Mais pour un enseignant et pour un étudiant qui a une ambition tout particulière de réussir,
Le 14 et 13,5 semblent être des notes plutôt correctes, plutôt bonnes, alors que le 6, plutôt mauvaise. Et là, je m'adresse tout particulièrement à vous, puisque je vous pose la question suivante. Selon vous, quelles sont les raisons qui poussent à cet écart? Le fait d'être à 13,5, 14 et d'être à 6. Hein, cet écart de 8 points quasiment. Pour vous, dites-moi pour l'instant, on va voir ça ensemble dans les slides qui viennent. Mais si vous deviez m'indiquer les raisons, quelles seraient-elles pour vous? Je vous écoute. Ou je vous lis plutôt. Allez-y, essayez. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit là? Quelqu'un qui a eu 6 et quelqu'un qui a eu 14. Pourquoi cet écart-là? Alors, Marine, donc manque d'explication et de précision dans les réponses. Ok, effectivement, le fait de ne pas être précis, ça peut l'être. Alors, Tatiana, premièrement, présentation de la copie. Oui, donc au niveau de la forme, ça c'est aussi une raison, ça pourrait l'être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Manal, problème d'organisation de temps. Alors, effectivement, un grand problème, cette maîtrise du temps, de la gestion du temps, qui peut vous être fatale, je dirais. Nina, pas de détails de calcul, mauvaise présentation. Alors, effectivement, on est en plein dedans, pas de calcul, donc c'est ce manque d'explication que nous disait Marine. Samy, clarté de la copie et connaissance. Donc, clarté, on est sur la forme, bien entendu, ça joue, même si c'est mesuré, attention, c'est pas parce que vous rendez une copie un peu sale, entre guillemets sale, que vous allez avoir un 6. Si votre contenu est excellent, vous aurez la note qui sera méritée. Mais voilà, on sera allé vous le chercher, cette note. Alors, Tariq, mauvais calcul. Alors, clairement, bon là, si vous vous loupez dans les calculs, malheureusement, on ne peut pas vous offrir les points. Merci, donc manque de connaissances, défaut pour mobiliser ses connaissances. Si vous n'avez pas le contenu, il est difficile d'y répondre. Hamza, donc 14, les réponses sont bien structurées, 13,5, idem, mais moins que la première copie. Ok, bon, on n'est pas loin. Alors 6, le candidat n'a pas bien saisi toutes les exigences de cette UE, tout à fait, on est en plein dedans. C'est que si vous avez un 6, c'est que vous êtes loin de ce qui est attendu. Traitement de tous les dossiers, et ils ont une bonne note. Oui, Jeanne, tout à fait, très bien. Ce point-là, effectivement, le fait de traiter l'intégralité, c'est une des conditions qui va tout simplement causer cette note qui va monter, ou plutôt qui va être basse. Donc on y est, Gérard n'a pas traité les sujets. Jamel l'orthographe, donc oui, tout à fait, ça joue. Bon, pas de là à générer 8 points d'écart, mais ça peut être une cause. La méthodologie, tout à fait. Bon, voilà, vous avez pratiquement, je dirais, tout listé finalement à vous tous. Donc, toutes ces raisons-là, alors mise bout à bout, parce que, bon, sauf si on se focalise que sur la connaissance, quelqu'un qui n'a pas de connaissance, malheureusement, il a beau être le plus méthodologique possible et le meilleur en français, avec une qualité orthographique, rédactionnelle, tout ce que vous voulez, ça, on ne pourra pas faire grand-chose sur la connaissance. Mais tous les autres points que vous avez expliqués et cités, eh bien, chaque fois qu'ils vont être défaillants, qu'ils vont être manquants, eh bien, on va vous sucrer des points. Et c'est ça qui va causer la chute petit à petit des points. Alors Johnny, la compréhension et le fait de ne pas traiter tout le sujet, tout à fait. Eh bien, on va illustrer. Je vais vous donner quelques... Alors, je ne vais pas être exhaustif, je ne vais pas vous donner toutes les raisons et je ne vais pas les illustrer à travers les copies. Du moins, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer clairement ce point-là. C'est plus pour vous aiguiller. Et vous montrer concrètement à travers des copies réelles, on est dans du réel, ce n'est pas des copies factices, ce qui va bien et ce qui va moins bien. Alors, donc les raisons principales, je ne voulais pas vous le montrer, mais vous l'avez cité. Donc, premièrement, absence de méthodologie, le non-respect des consignes, donc finalement peut-être la mauvaise compréhension du sujet, ou je dirais la mauvaise lecture. À notre niveau, on est plus sur de la mauvaise lecture que de la mauvaise compréhension. Le manque profond de connaissances, donc ça c'est rédhibitoire, malheureusement. Le soin de la copie et l'orthographe, donc tout ce qui est lié à la forme, à la langue française, grammaire et compagnie. Et le traitement partiel du sujet. Donc soit des questions qui vont
pas être traitées dans certains dossiers. Alors, quand il y en a une ou deux, bon, ça passe. Mais si vous sautez 3 questions à chaque dossier, ça fait 12 questions et vous avez déjà élucidé la moitié du sujet. Donc, c'est problématique. Ou alors, carrément, hein, vous l'avez dit, c'est des dossiers ou un dossier qui ne sera pas du tout traité. Par exemple, juste je reviens sur ma slide précédente. Concernant l'audit, certaines copies, la fusion-absorption, donc les opérations de restructuration, certains, alors peut-être par manque de connaissances, très certainement, ou peut-être par manque de temps, n'ont pas du tout traité ce dossier-là. Donc, ils ne partent pas sur 20, ils partent déjà sur 15. Donc, avoir 15 points sur les 3 autres dossiers, c'est relativement compliqué, notamment des dossiers techniques comme l'IFRS, même si c'était que 2 points, ou dans le référentiel, dans le dossier 1 avec la consolidation qui nécessitait une certaine maîtrise du process, eh bien les points, vous les perdiez parfois relativement vite. Donc sur 15, si vous perdez 2-3 points par dossier, eh bien après, il ne reste plus grand-chose dans l'assiette. Donc, on prend le premier exemple sur les questions calculatoires. Alors ici, je réponds à la question, je ne sais plus de qui, de Benjamin, voilà, qui demandait un exemple de tableau. Donc, je saute juste sur le sujet avant de reprendre cette slide-là. Donc, avec moi, sur le sujet, hein, je me mets juste en petit. Hop, vous le voyez, je vous le projette, peut-être que vous l'avez déjà sous les yeux. On a, donc, sujet ici, hein, on est sur, vous voyez, les 4 dossiers. Donc bien prévu, alors l'audit était sur 4 points du coup. On vient sur le premier dossier, les comptes de groupe, hein, le dossier principal, et je vais directement aux questions. Et la première question, et d'ailleurs c'est très généralement le cas, cette question-là tombe systématiquement à chaque année, à chaque session. On vous demandait d'établir le périmètre de consolidation du groupe, hein, sous la forme d'un tableau. Donc là c'est clair, c'est précisé, et on attend un tableau, avec les différents éléments attendus ici. Donc déjà, gros point négatif pour les étudiants qui l'ont présenté sans tableau, qui ont fait un listing du pourcentage de contrôle, nature du contrôle, etc. Là, c'est catastrophique. Très généralement, ce sont les candidats libres. Pourquoi? Parce que cette méthodologie-là de présentation, ils ne l'ont pas. Ou alors les touristes, hein, bien entendu. Donc, ici, sur cette question-là, on attendait un tableau qui regroupait tous les éléments cités. Et je reviens sur la slide précédente. Donc, c'est plutôt une question calculatoire où on va avoir pas mal de calculs, etc. Alors, hop, je repasse ici. Et alors, je vous montre une première copie. Donc, voilà le premier tableau d'une copie. Je ne vous indique pas laquelle pour l'instant. Donc, vous regardez, vous analysez. Alors, l'objectif n'est pas ce soir de faire spécifiquement du fond. Peut-être que je vais parler d'un ou deux éléments liés à ce que l'on va aborder. Mais voilà, l'objectif, là, même si vous n'avez encore rien étudié de l'UE4, à minima pour comprendre un peu ce que c'est, j'espère pour vous. Mais sinon, l'objectif n'est pas de travailler le fond. Donc voilà, première copie, ce tableau-là. Il y a peut-être des erreurs, hein, et là, je n'ai pas vérifié en détail. Deuxième copie. Donc vous avez, donc pour la première, je n'avais que ce tableau hein, qui regroupait tout ce qui était demandé hein, pour le coup. Hein, ça semble assez bien. Hein. Pourcentage de contrôle, nature de contrôle, méthode de consolidation, pourcentage d'intérêt. J'avais tout ce qu'il fallait pour le groupe et les minoritaires. Pour la deuxième copie, donc on voit partie 1, périmètre de consolidation. Et là, cette copie l'a fait en plusieurs temps. Donc on a premier temps où elle va nous présenter le contrôle en détaillant le contrôle direct et indirect et la méthode de consolidation en fonction de ce qu'elle a retenu précédemment. Un deuxième tableau qu'elle a présenté pour présenter le pourcentage d'intégration et surtout ce qui était attendu, le pourcentage d'intérêt du groupe et des minoritaires. Donc jusque-là, les conditions sont validées, hein, ce qu'elle demandait, ce qu'on demandait, etc. Et ensuite, en dessous des tableaux, des deux tableaux, elle présentait, alors vous le voyez peut-être en petit, hein, mais bon, l'idée, c'est pas que vous lisiez le contenu hein, de ce qui est écrit, mais plus le fait de voir, elle a rajouté ça pour expliquer un petit peu, détailler certains points présents dans son tableau. Donc ma question est la suivante, je vous la pose. Selon vous, entre cette copie-là, avec ces 3 temps, 1, 2 et 3, et la copie, enfin ce tableau ici,
lequel, selon vous, est la bonne et laquelle est la mauvaise. Donc ici, celle que vous avez à l'écran, c'est la 1, on va dire, hein, c'est l'exemple 1, et l'autre, c'est l'exemple 2. Donc pour vous, quelle est la bonne copie? Est-ce que c'est celle-ci que vous avez sous les yeux ou est-ce que c'est l'autre? Je vous laisse me répondre. On va voir si vous avez l'œil ou pas. Alors, merci, la première est la bonne. Manal, la deuxième. Jeanne, l'autre. Sarah, celle-ci. Tariq, exemple 2. Jonathan, 1. Ah ben là, j'ai une totale segmentation. Exemple 1, c'est la bonne copie. La première copie est bonne. OK. Donc globalement, vous êtes... Alors, si j'analyse, on est plus sur cette copie-là, qui serait la bonne, que la seconde, qui serait la mauvaise. Je ne pense pas avoir le temps de terminer le sujet si je fais une réponse aussi détaillée que la 2. La bonne est la 2, car il y a des explications. Oui, Marine, merci. Alors, Nina, la première. Anas, copie 2. Ok, alors bon, vous êtes totalement séparés, je dirais, hein, totalement divergents dans vos réponses. Et alors, si je vous donne la mienne, pour le coup, la bonne copie, c'est la copie 2. C'est-à-dire que celle-ci, d'apparence, elle a l'air super. Et dans le contenu, alors, il y a des erreurs hein, dans le fond. Si je rentre dans le fond, il y a quelques erreurs. Mais outre les erreurs, elle paraît super. Hein, c'est concis, c'est clair, logiquement, tout va bien. L'autre, on se dit, bon, ben, elle a fait 3 tableaux, 1 tableau, 2 tableaux, quasiment une page de rédaction. OK. Sauf que du coup, je confirme que la 2, donc celle-ci, hein, est la bonne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a pris le temps de détailler. Moi, correcteur, si je reprends le tableau 1, dans cette copie-là, il n'y avait aucune explication de tous les chiffres et de tous les éléments que vous voyez. Or, pour certains éléments, il fallait absolument le détailler. Notamment, pourquoi? Parce que s'il y a des erreurs, hein, supposons, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que certains sont au courant, nous sommes en IFRS, l'intégration proportionnelle n'existe pas. Donc déjà, ici, aucune justification de l'utilisation hein, de l'intégration proportionnelle, puisque nous sommes en influence notable, normalement, j'aurais dû avoir une mise en équivalence. Je rentre un petit peu dans la technique. Puisqu'il me met une intégration globale, je me dis, proportionnelle, je me dis, bon, il sait que ce n'est pas la mise en équivalence. Mais pour le coup, c'est faux. Comment je fais? Moi, je suis correcteur, je n'ai pas le détail, je vous rappelle que je ne suis pas dans la tête, on n'est pas devin, on ne peut pas auto-savoir ce que les étudiants ont dans la tête eux-mêmes lorsqu'ils rédigent. Donc, pour moi, je ne peux pas prendre en compte cet élément-là et je considère que c'est faux. Dans la copie 2, alors je vais y venir hein, sur vos questions. Dans la copie 2, elle a pris le temps de détailler chaque élément, chaque calcul, en expliquant pourquoi. Moi, ça me permet déjà de comprendre son raisonnement. Et dans le cas d'une éventuelle erreur, peut-être calculatoire, eh bien, hein, par exemple ici, elle utilise les calculs, etc. Eh bien, je sais que potentiellement, elle sait faire. Alors, soit si c'est une erreur et qu'elle me justifie par le calcul, et bon, il s'avère que c'est juste une erreur de calcul, on prend en compte. Par contre, s'il y a une erreur calculatoire et c'est justifié nulle part, à ce moment-là, eh bien, vous perdez le point immédiatement. Alors, j'ai eu des remarques, effectivement, sur le fait que cette copie était peut-être trop précise. Du moins, elle allait prendre beaucoup de temps. Je vous l'accorde. Alors, bien sûr, il y a cette histoire de gestion du temps. Si ce candidat ou cette candidate est assez à l'aise au niveau de ses connaissances et assez rapide dans son travail, hein, pour elle, le périmètre, c'est quelque chose qu'elle maîtrise, donc c'est relativement fluide, eh bien, logiquement, ça ne lui prendra pas énormément de temps. Si par contre vous avez quelques lacunes, quelques difficultés, notamment vous réfléchissez sur certains points qui ne devraient pas prendre de temps, eh bien, effectivement, vous n'allez pas vous en sortir si vous faites que des réponses aussi détaillées. Attention, là c'était l'exemple parfait. L'objectif est de tendre vers cet exemple. Maintenant, si vous n'y tendez pas, mais vous vous rapprochez, tant mieux. Ok ?
Si vous pensez que c'est trop, par exemple, hein, vous auriez pu effectivement, pour le contrôle, pourcentage de contrôle, fusionner finalement ces deux. Pour le pourcentage d'intérêt, même chose, fusionner le pourcentage d'intérêt direct et indirect. Oui, vous aurez gagné quelques minutes, tout à fait. Mais l'important, moi, ce n'était pas tant dans les tableaux, c'était plutôt dans l'explication et le détail. C'est ça qui primait, c'est ça que je voulais vous montrer. Sur des questions calculatoires comme cette question, et j'aurais pu en prendre plein d'autres dans le sujet, si vous ne détaillez pas vos calculs, c'est quelque chose de rédhibitoire si c'est faux. Si c'est faux, vous partez avec 0 point. Alors que si c'est faux mais justifié, peut-être que vous allez avoir quelque chose. Et sur toute une copie, eh bien, ça peut valoir 2, 3, 4 points en fonction des éléments. Si vous perdez 0,25 à chaque fois, eh bien, sur 20 questions, ça fait 2 points, 3 points, 4 points. D'accord? Donc, outre l'exemple lui-même, hein, c'était vraiment, j'insistais sur l'explication, le détail, et vous l'avez mentionné plusieurs fois dans les commentaires lorsque je vous ai demandé qu'est-ce qui pourrait causer ce gap entre les deux notes. Donc un premier exemple ici. Alors du coup sur le tableau, hein, bon Benjamin, je pense que vous avez eu votre réponse. Ici le tableau il était parfait pour cet étudiant. La seule chose qui manquait, c'était le détail de tous les éléments. Mais en un tableau, ça nous allait très bien. Un second exemple, au niveau du respect des consignes. Donc là, on va reprendre le sujet et on va à la question 2.1 et 2.2. Donc je prends le sujet avec vous. Dans la question 2.1 et 2.2, donc on est là, hein, on était sur la partie des retraitements, un point essentiel du programme, retraitement de préconsolidation. Ah, hop, je change ici. Et on vous donnait donc la consigne suivante. Donc l'annexe 1.2 présente des opérations réalisées par le groupe. Pour chaque retraitement au 31 décembre 2020, il faut procéder en 3 étapes. Première étape, justifier les retraitements à enregistrer. La seconde, détailler les calculs de préférence sous la forme de tableau. Vous voyez, quand vous aiguillez encore une fois, les calculs, il faut déjà les détailler et on aimerait que vous les présentiez sous forme de tableau. Et enfin, enregistrer les écritures. Donc ici, il y avait 2 retraitements et il fallait pour chacun procéder à ces 3 étapes-là. On avait donc, si je reviens sur nos copies, un premier exemple ici où on a à la question 2.1, donc pour les 2 retraitements, hein, vous voyez, il y avait 2 retraitements concernant un contrat à long terme et concernant un crédit fournisseur. Peut-être que vous connaissez déjà ces notions ou peut-être que vous allez découvrir. Mais très simplement, le retraitement, c'est quoi? C'est lorsque je passe d'un état, hein, je suis en PCG, donc la compta de base, les comptes sociaux, et je passe à des comptes consolidés, donc ça m'impose d'utiliser des référentiels spécifiques, soit l'ANC, soit l'IFRS. Les règles ne sont parfois pas les mêmes, vont diverger et vont nécessiter des ajustements que l'on appelle tout simplement retraitement. Et là, on attendait de vous, premièrement, donc 2.1, que vous justifiez le retraitement, que vous présentiez les calculs et votre réflexion à travers des tableaux, et une fois les calculs effectués, une fois l'explication et les calculs effectués, vous appliquiez quoi? Les écritures comptables nécessaires. Donc, première copie que je vous présente. Je vous laisse la visionner. Donc 2.1, on a l'explication, hein, très, très brève, mais on a l'explication pour les 2 retraitements. Ensuite, 2.2, on a, hein, j'ai pris que la première page parce que ça allait faire lourd, le détail, hein, pour le premier retraitement, le détail des calculs à travers le tableau. Donc là, c'était la suite, hein, pareil, détail. Bon, c'est pas tracé le tableau, mais on a les éléments ici. Donc ça, c'est toujours la première copie. OK? Là et là, c'est la première copie. La deuxième copie, on a ceci. Donc 2.1, calcul préliminaire et on a les calculs. 2.2, tableau. Je vous pose la question, entre cette copie-là, donc la deuxième que je vous présente ici, et celle-ci, donc avec ces 2 pages-là, selon vous, laquelle, donc même logique, je vous laisse répondre, est-ce que c'est l'exemple 1, celui-là, ou l'exemple 2 qui est la bonne copie? Allez, allez-y.
Alors, j'attends de voir. Donc là, on était sur l'histoire du respect des consignes, hein, où il fallait justement respecter certains éléments. Et je vous posais la question entre deux copies, à savoir laquelle est la bonne, hein, laquelle a respecté les consignes. Pour rappel, j'ai retenu les deux premières questions. Question 1, il fallait justifier les retraitements. Question 2, il fallait détailler les calculs dans un tableau. Donc là, alors, Jeanne me dit, exemple 1, Manal la première, Nina la première, Tatiana première. OK. Donc globalement, effectivement, on est sur la même, enfin vous êtes tous sur la même copie qui est la première et je vous l'accorde tout à fait. Vous voyez que, premièrement, on vous demandait dans la 2.1 de détailler de justifier les retraitements. Donc quand on vous dit justifier, c'est avec des phrases. La deuxième question, le 2.2, c'était de présenter les calculs à travers un tableau. Donc on voit bien la segmentation ici de la candidate ou du candidat qui a proposé sa copie, ses travaux. Si on va dans la deuxième copie, qui est justement la mauvaise, on a un candidat qui nous met 2.1 calcul préliminaire. Et il commence à présenter ses calculs. Donc il a fait ses questions, il a décidé son sujet, et il s'est dit, moi, la question 2.1 où on me dit de justifier, on me demande de justifier les retraitements, je ne la fais pas ou j'intervertis, je ne sais ce qu'il a fait. Mais en tout cas, je ne m'y retrouve pas, moi, en tant que correcteur. La question 2.1, je lui mets rien du tout. La question 2.2, si je suis clément et assez gentil et bienveillant, pour le coup, je peux prendre en compte ces calculs et me dire, bon, ben ça sera dans la 2.2, OK. Mais du coup, ça me pose problème, moi, en tant que correcteur. Je me dis, ce candidat-là ne respecte pas les consignes. On lui dit de faire quelque chose. Alors, s'il ne sait pas, il n'y a pas de problème. S'il ne sait pas justifier les retraitements. Mais logiquement, s'il fait les calculs, c'est qu'il a quand même une idée de ce qu'il va faire. S'il ne respecte pas les consignes, eh bien, il perdra des points systématiquement. Et là, c'était un des exemples où si vous répondez à côté de la plaque, grosso modo, la 2.1, pour nous, c'est un hors-sujet. Ce n'est pas ce qu'on veut. Eh bien, c'est 0,5 perdu, 0,5 points ou 0,25 de perdu, comme ça. Alors que peut-être vous savez. Alors, Nina, si on ne trace pas les tableaux, ce n'est pas grave. Alors, ne faites pas dans toutes les copies ceci, d'accord effectivement, là, elle a commencé à le présenter. Alors, on pourrait la critiquer ou critiquer cette copie. Là, on a quelques éléments, un tableau, et là, bon, ça semble être un tableau, mais centré. Bon, prenez le temps, vous tracez à la règle au moins les colonnes, ok, à minima pour faire une simulation, un exemple de tableau. D'accord. Ça peut arriver sur une ou deux questions parce que vous êtes allé un peu vite, vous n'avez pas eu le temps. Mais si c'est sur toute une copie que vous ne présentez pas les tableaux, je dirais à minima correctement, c'est problématique. Alors, Tatiana, on a le droit à la calculatrice. Oui, bien entendu, votre examen, il est difficile de faire les calculs de tête. Néanmoins, attention, les calculatrices doivent être non programmables, pardon. Okay, soit des calculatrices lambda, style Casio, qu'on pourrait avoir au collège, exemple, ou alors des calculatrices en mode examen. Okay, lorsque vous allez l'activer, eh bien, vous allez tout simplement ne pas avoir accès à votre mémoire et éventuellement à du cours. Alors, Gérard, il aurait été plus judicieux de passer la 2.1 et de traiter la 2.2. Exactement, vous ne savez pas, eh bien, vous laissez et vous reviendrez éventuellement si vous avez du temps. Mais vous ne faites pas à votre guise ce que vous voulez, parce que non seulement vous perdez du temps, mais vous n'aurez pas de points. Attention, on est au DSCG, on est quand même assez exigeant. On ne va pas donner des points à tout va, parce que potentiellement, ça va être juste. Ça, vous avez soit le risque que le correcteur ne le prenne pas du tout en compte, donc 0 point dans la question 2.1, mais qu'il ne le prenne pas en compte dans votre question 2.2, parce qu'il va se dire, lui, il est à côté de la plaque, on lui demande ça à la 2.2, il me le met à la 2.1. Bon, ça peut être le cas. Après, chaque correcteur, c'est assez subjectif. On n'est pas des robots, on ne corrige pas tous de la même façon. Bien qu'on a des directives, chacun va un petit peu après jauger à sa façon et en fonction de son tempérament, de ses habitudes de correction. Ok, donc, deuxième
point clé ici, le respect des consignes. Un des exemples, c'est le respect des consignes. On va distinguer le bon candidat qui sait répondre aux exigences, tout simplement, à ce qui lui est demandé, et celui qui vacille un peu à gauche, à droite. Troisième exemple, vous l'avez beaucoup cité, hein, le fait que des dossiers, un dossier soit traité partiellement ou alors pas du tout. Voilà, dans les 3 copies que j'avais, je n'avais pas des copies qui n'avaient pas du tout traité de dossier. Par contre, je vais vous montrer et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, on était sur le dossier 3, hein, dossier d'audit. Hein, le 3e était le dossier d'audit. Et donc, plein de questions. Hein, il y en avait à peu près, je crois, 5 ou 6, grosso modo. Et donc, en fonction des copies, ben, on voit de tout. Et en l'occurrence, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous demander de m'indiquer qu'est-ce que vous en pensez, dans la même logique. Donc, première copie, celle que vous avez sous les yeux. Donc, on y va. Réponse 1, donc on a quelque chose. Réponse 2, également quelque chose. Réponse 3, on n'a rien. Et puis, plus rien. Voilà le dossier. Donc, sur 6 questions, on en a 2 de traités. Le dossier, alors, ok, donc là, je ne vais pas faire un comparatif de copies, mais plutôt vous montrer que lorsque vous êtes dans cette situation-là, hein, le fait de traiter partiellement un dossier ou alors pas du tout, eh bien c'est clair. Là, pour le coup, alors, c'est juste, ça peut être justifiable dans le sens où, enfin justifiable, mais non excusable pour un examen. D'accord? 2 raisons pour ce candidat ou cette candidate, qui n'a fait que 2 questions sur les 6 ou 7 déposées initialement. Soit c'était un manque de connaissances, donc là, grosso modo, elle ne savait pas ou il ne savait pas, donc bon, malheureusement, mieux vaut parfois ne rien mettre que écrire des bêtises, parce que là, on va se dire, ce candidat, il cherche à tout prix à aller chercher des points et à nous baratiner, mais on est à un niveau où on n'est plus baratinable, d'accord? Donc, première situation. Et deuxième situation, ça pourrait être quoi? Tout simplement le manque de temps. Mais dans les 2 cas, hein, puisque vous savez que cet examen est exigeant, vous devez à la fois être prêt au niveau des connaissances, puisque vous avez une année pour vous préparer, peut-être 2 pour certains, mais du coup, si vous ne savez pas, vous savez que vous allez drastiquement perdre des points, ça c'est inévitable. Et le manque de temps, ça correspondra à quoi? À des entraînements. Si vous ne vous entraînez pas, eh bien, automatiquement, c'est sûr que vous allez pas maîtriser votre temps le jour J, vous allez être débordé, vous allez soit ne pas traiter carrément un dossier, soit le traiter très, je dirais, en surface, hein, très faiblement, ou alors partiellement, comme c'est le cas ici. Ces points-là, hein, quand vous êtes en candidat libre ou tout seul, ben effectivement, ça peut arriver. Quand vous vous préparez, je parle d'un candidat lambda qui se prépare sérieusement, logiquement, il n'y a pas de raison que ça puisse arriver. Surtout s'il sait dès le début que les 2 grands ennemis qu'il aura affrontés, c'est le temps et les connaissances. Okay? Tous les autres, c'est finalement que des petits points. D'accord? Donc là, les 2 raisons que j'ai pu vous citer, c'est soit les connaissances, soit le temps, mais ça se prépare, ça se travaille. Ensuite, dernier exemple, j'ai pris le cas de cette copie, hein, qui était la copie qui a eu 14 d'ailleurs, et cette copie, qu'est-ce que je vous mets ici? Donc là, c'est pas pareil, hein, cet exemple-là, j'attends pas une comparaison de votre part, mais cette copie, qu'est-ce qu'on peut remarquer, hein? Bon, là, vous avez qu'un échantillon, mais cette copie était grosso modo similaire tout au long des travaux. Elle est propre, l'orthographe est correcte, et lorsqu'on a ces 2 éléments, la copie est agréable à lire et à corriger. Et nous, en tant que correcteurs, vous vous distinguez de la masse des étudiants qui écrivent comme des lapins, pour ne pas dire autre chose, et qui font des erreurs graves d'orthographe à ce niveau-là, hein, quand on est sur l'oubli de S, le genre, le nombre. Ça, à votre niveau, ça ne devrait même pas exister. Alors, je veux bien que pour certains mots, sous certaines notions, ça peut être une erreur de lettres. Bon, mais sur des basiques, vous n'avez pas le droit. Et là, cette copie-là, donc vous voyez, hein, il y a de la couleur, c'est propre. Là, la rédaction est bonne. Je crois qu'il n'y a pas de copie, pas d'erreur ou peut-être une seule erreur d'orthographe.
mais c'est relativement... Voilà, on n'est pas là à compter vos erreurs d'orthographe, mais quand on en voit 25 dans votre copie, ça nous pique les yeux et bon, ça peut nous gêner. Mais là, tout au long de cette copie, on avait ça sous les yeux. Donc, ça nous incitait, et c'est là où je veux insister, ça nous incite, nous, en tant que correcteurs, à aller vous lire jusqu'au bout de ce que vous écrivez. Et donc, pourquoi pas, surtout, à aller chercher des points, à aller vous donner des points. OK? Alors que quelqu'un qui écrit relativement mal ou qui est bourré de fautes d'orthographe, eh bien, peut-être qu'on va être moins pointilleux sur la lecture. On va plus s'arrêter sur l'orthographe et la difficulté à lire que sur le fait de prendre plaisir finalement à vous corriger et aller chercher des points. Et ça, pour beaucoup, vous n'en tenez pas compte. Et c'est un point qui, comme je l'ai dit, hein, accompagné de toutes les petites choses qui vont vous faire perdre des points, eh bien, sur un cumul, sur un ensemble, globalement, ça peut vous poser quelques problèmes à ce niveau-là. D'accord ? On peut concevoir que l'UE est très intense. En 4 heures, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à traiter. Mais ce n'est pas une raison tout particulière de bâcler votre travail. Hein. Vous ne rendez pas un brouillon, mais vous rendez une copie qu'une personne va lire, qu'un correcteur ou que même 2 correcteurs vont lire. Donc, c'est surtout, avant tout, pour vous avantager à vous et non pas juste pour vous pénaliser. Hein. Mais voilà, vous attirerez plus l'attention d'un correcteur en respectant un petit peu ces règles, finalement, cette forme-là, que d'autres candidats qui passeraient sur ça, même si le fond pourrait être bon. OK ? Donc voilà, sur les exemples de copies, hein, j'en ai présenté quelques-unes et quelques conseils, quelques remarques, au moins que vous puissiez voir ici. Et vous mettre, parce que l'objectif, attention, hein, n'est pas, encore une fois, de ce live, n'est pas de vous donner du fond ou d'étudier, de vous préparer drastiquement à l'UE4. Là, ce n'est pas l'objectif. Il y aura d'autres lives potentiellement sur Facebook qui seront animés soit par moi, soit par d'autres intervenants. L'objectif, c'est surtout de vous dire, voilà, là, moi, personnellement, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, je suis enseignant qui corrige et je vous donne mon analyse et je vous propose du coup de vous mettre à ma place pendant cette heure-là, ces quelques instants, en vous demandant, eh bien, si vous corrigiez une copie, si vous corrigiez, comment vous réagiriez? C'est ça le but. Et si vous cochez toutes les cases du correcteur, toutes les cases du jury, eh bien, logiquement, ça devrait bien marcher pour vous. Et inversement, si vous ne cochez pas toutes les cases ou toutes les attentes demandées. Attention, hein, c'est des examens qui nécessitent du fond, de la forme, de la méthode, il y a beaucoup de choses. Pas que des connaissances à ce niveau-là. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir, bien entendu, hein, sur ce que je viens de dire. Sinon, je continue sur le constat et les conseils du rapport du jury. Donc là, j'ai prélevé quelques éléments clés du rapport du jury hein, qui s'adressent aux enseignants, mais surtout aux étudiants. Hein. Ce n'est pas à nous principalement qui s'adresse, c'est surtout aux étudiants. Alors une question, merci. Lors des révisions, il faut privilégier les exercices du cours. Oui, alors lorsque vous parlez de révision, bien entendu, effectivement. Lorsque vous révisez, vous êtes plus en phase de réactiver des connaissances, vérifier qu'elles sont maîtrisées, qu'elles sont présentes dans votre esprit, dans votre cerveau. Et la meilleure façon de vérifier ceci, ce n'est pas de relire ces fiches du matin au soir, mais c'est de s'exercer face à un sujet officiel, face à un sujet d'examen blanc proposé par vos enseignants si vous êtes dans une formation, par ProConta si vous êtes inscrit à ProConta, qui vous permettrait de vous mettre face à face à ce qui pourrait être présent lors de l'examen. Donc ça, c'est effectivement l'une des meilleures solutions. Parce que vous pouvez lire au quotidien vos fiches, mais si le jour J, vous ne savez pas les appliquer, ça peut être problématique. Alors, concernant le constat et les conseils du rapport, on va d'abord s'intéresser au constat du rapport du jury. Fabrice, alors je ne sais pas si cette vidéo est enregistrée, du moins, et pourra être en replay. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a un intervenant qui pourra peut-être vous répondre. Je sais que je suis en live, mais est-ce que vous avez la possibilité de me voir plus tard? Je ne sais pas. Donc, je continue. Le constat ici, c'est que le niveau global des copies laisse apparaître
plusieurs éléments. Et ça, c'est à prendre en compte. Des lacunes, premièrement, ce qui est constaté, c'est que pour les étudiants, pour beaucoup d'étudiants, hein, du moins, il y a des lacunes sur des points fondamentaux. Comme je viens de vous présenter, par exemple, le périmètre de consolidation, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de basique en consolidation. Et vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est un point ou deux points qui doivent être systématiquement pris. Parce que derrière, vous savez que vous allez avoir plus dur. Donc si sur ça, vous avez des lacunes, non seulement ça va causer des problèmes dans votre process, parce qu'après, alors sans rentrer dans le fond, les étapes de la fin de consolidation sont réellement liées à ce qui est au tout début, à savoir le périmètre. Donc si au début c'est faux, vous allez vous, entre guillemets, casser la gueule sur ce qui va arriver derrière. Donc là, des lacunes sur des points fondamentaux. Ça, c'est le constat. Ensuite, des connaissances approximatives et des réponses non argumentées. Donc, certains essayent, mais bon, on voit que c'est plus pour meubler. Ou alors, comme on l'a vu, hein, ce que vous m'aviez cité, des réponses non argumentées, soit des oui-non carrément, soit des calculs non justifiés. Eh bien, ce manque d'arguments, ce manque de développement peut causer des problèmes. Les calculs insuffisamment justifiés, donc on l'a vu. Okay, à chaque calcul, dans la mesure du raisonnable, lorsqu'ils sont spécifiques, hein, si c'est des calculs lambda, il n'y a pas de problème, mais pour des calculs spécifiques, il faut le détail de vos calculs. Ensuite, vous voyez là, c'est le rapport du jury, c'est-à-dire que c'est le président du jury national qui s'occupe de faire un retour suite à tous les retours des enseignants sur toute la France pour résumer clairement ce qui va, ou plutôt ici, ce qui ne va pas. Un manque de soins et de lisibilité de nombreuses copies. On n'est pas sur quelque chose de minime, sur 2-3 copies. On a énormément de copies et je vous promets que si vous étiez correcteur, vous vous rendriez compte. C'est incroyable le nombre de copies qui sont bâclées, qui sont peu lisibles, qui ne sont pas soignées, avec des ratures, avec des traits qui ne sont pas tracés correctement, à minima à la règle. C'est hallucinant à ce niveau-là et ce n'est pas normal. Donc là, voilà, distinguez-vous déjà de ce lot de copies, de ces nombreuses copies, ne serait-ce que par ça, tout le monde peut le faire. Et enfin, un respect insuffisant des consignes concernant notamment la présentation des réponses sous forme de tableau pour les retraitements de consolidation. Donc là, on est sur le fait que des étudiants ne respectent pas les consignes. Soit dans l'ordre, ce qu'on vous demande, comme on l'a vu dans des copies, soit sur le fait que, tout simplement, on vous a préconisé de faire des tableaux et vous ne le faites pas, donc vous ne respectez pas ce qu'on vous demande, même si votre fond est bon, mais voilà, demain, vous allez être au boulot, hein, encore une fois, c'est des postes de ma responsabilité où on va vous demander de faire certaines choses, où il faut se plier à certaines choses, eh bien, il faut s'adapter à ceci. Donc, s'il y a des consignes, ce n'est pas pour rien. Si on vous précise de faire sous forme de tableau, de rédiger, de citer, peu importe, vous devez vous plier à ce qu'on vous demande. D'accord ? Ce n'est pas un souhait juste pour vous embêter ou autre. Alors, j'ai une question. Est-ce que des calculs provenant d'une erreur initiale peuvent être pris pour juste par le correcteur? Alors oui, effectivement. Alors, par exemple, si vous avez une multitude, alors des erreurs, je dirais en cascade, c'est ce qu'on appelle des erreurs en cascade, c'est-à-dire que vous avez fait une erreur sur une première question, et la deuxième question est étroitement liée à la précédente, mais par conséquent, si vous avez faux à celle qui est précédente, eh bien logiquement, vous allez avoir faux à celle qui suit. Attention, on corrige bien entendu donc le résultat lui-même, mais on corrige aussi le raisonnement. C'est pour ça que l'on vous demande de justifier, d'argumenter vos réponses. Parce que même si, supposons hein, que la deuxième question que je viens de citer est fausse, parce que juste en haut c'était faux, mais en nous détaillant le calcul, si on se rend compte que finalement vous savez faire le calcul, vous savez la formule, c'est juste que parce que vos éléments au-dessus sont faux, que cela génère une réponse fausse, eh bien vous serez quand même valorisé, vous aurez des points. Alors pas intégralement, puisque le résultat attendu n'est pas celui présenté dans votre copie, mais sur le raisonnement, sur la réflexion, bien entendu que vous serez valorisé. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que vous détaillez vos calculs. Alors le risque, si vous ne faites pas d'erreur, tout va bien. Vous prenez les points parce que vous avez tout juste. Si c'est faux, eh bien c'est problématique. D'accord ?
très généralement, vous faites des erreurs. Hein. Personne n'est parfait. On a très rarement, peut-être, on a un 20 dans l'année, hein, chaque année et encore. Donc, pour vous dire que personne n'est parfait à ce niveau-là, loin de là. Donc ensuite, alors là, on est plutôt au niveau des conseils. Donc toujours un peu constat, mais surtout conseils. On va lire ensemble. Donc j'ai piqué ces points-là du rapport de jury hein, pour les analyser avec vous. Vous pouvez encore une fois les visionner, enfin télécharger et lire le rapport du jury. Ça vous servira, hein, même au cours de l'année, régulièrement, tous les 3 mois, vous faites une petite relecture. C'est quelques pages à lire, c'est pas grand-chose. Ok ? Donc que nous dit le rapport du jury et notamment les quelques conseils qu'il va nous présenter. Donc déjà, le programme de cette UE est insuffisamment maîtrisé par les candidats, y compris pour des thématiques classiques telles que le périmètre de consolidation, les retraitements, la répartition des capitaux propres. Donc ça, c'est des éléments qui tombent pratiquement chaque année, voire tous les 2 ans, pour la répartition des capitaux propres par exemple. Mais c'est des choses, c'est des notions, c'est des thématiques qui doivent être absolument maîtrisées. Et là, directement, si vous voterez sur ça, alors à moins que tout le reste soit parfait, eh bien déjà, on voit un petit peu le niveau de votre copie. Hein. Si sur les fondamentaux, sur les basiques, vous êtes un peu mitch-mitch, eh bien alors sur la suite, ça va être compliqué. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est là où les conseils, ou du moins les remarques du rapport. Il y a un écart de niveau important entre le DCG et le DSCG en matière comptable. Donc, pour ceux qui ont passé un DCG, vous avez normalement constaté le cap à passer entre ces deux niveaux-là. D'accord? C'est relativement exigeant. Avec un ensemble de sujets complètement nouveaux qui nécessitent un fort investissement. Pour beaucoup de notions, vous allez les découvrir. Alors, sauf ceux qui ont fait un master CCA, qui viennent d'un master CCA, qui ont du coup, pour certaines notions, déjà étudié quelques thématiques ou notions. Pour le reste, hein, ceux qui viennent par exemple d'un parcours classique du DCG, vous allez pratiquement découvrir une nouvelle discipline, alors qui nécessitera une maîtrise relative, notamment en comptabilité, mais pour tout le reste, c'est pratiquement du nouveau. Les comptes conso, outre la partie retraitement comptable, c'est nouveau. L'audit, c'est nouveau. La fusion, donc opération de restructuration, c'est nouveau. L'IFRS, complètement nouveau. Donc, tous ces points-là, ça nécessite beaucoup de travail. C'est pour ça que l'UE4 est exigeante. Le contenu est immense parce que vous découvrez tout finalement. Alors que si on prend les autres disciplines, hein, vous voyez qu'avec un parcours précédent, notamment un DCG, ben, vous avez quand même quelques bases. En finance, soit un peu en contrôle de gestion, management et contrôle de gestion, en droit éventuellement, etc. De plus, la réussite de l'épreuve repose sur la maîtrise par les candidats de 3 référentiels comptables. Donc c'est là où c'est le plus dur, notamment en consolidation, puisqu'il faut maîtriser le PCG, donc les comptes sociaux. Il faut maîtriser le nouveau règlement. D'ailleurs, je fais une petite remarque là-dessus, notamment pour les candidats qui repassent, puisque j'ai vu au début que beaucoup étaient repassés, hein, et c'est leur deuxième présentation. On vous parle du règlement ANC 2020-01. Normalement, et d'ailleurs, j'espère que le programme sera mis à jour, mais vous avez étudié jusqu'à l'année dernière, jusqu'à la session 2021, le référentiel français en consolidation qui s'appelait le CRC 9902. Ici, depuis 2020, enfin 2021 même, plutôt, il n'existe plus le CRC 9902 et a été remplacé par le règlement ANC 2020-01. Et ce règlement-là sera applicable pour le DSCG à partir de la session qui arrive. Ce qui veut dire que, bon, pour ceux qui présentent pour leur première fois, il n'y a pas de souci, vous allez directement apprendre par le règlement ANC, avec ce référentiel-là. Pour les autres, attention, certaines règles ont changé. Il va falloir mettre à jour vos connaissances. Peu qu'il y en ait. D'accord ? Et enfin, vous avez le 3e référentiel, l'IFRS, donc spécifiquement international, qui nécessite aussi beaucoup de connaissances. Dernier conseil ici proposé par le rapport du jury. Donc, enfin, la gestion du temps est très importante afin de pouvoir traiter l'intégralité des dossiers de l'épreuve. Donc là, ça c'est clairement le gros malus de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils ne traitent pas tout. Soit pas du tout des dossiers comme je vous ai dit, soit partiellement. Et c'est problématique parce que là, du coup, chaque question, vous avez 0. Donc, c'est compliqué. Appréhender les calculs avec méthode, tout particulièrement en consolidation.
Ça, c'est les conseils. Donc, cette méthodologie-là, il est difficile de l'apprendre tout seul, en candidat libre. Hein, s'il y a des écoles et des formations qui existent, c'est avant tout pour enseigner non seulement le fond, mais surtout la méthodo. Et dans des examens à ce niveau-là, des concours, etc., la méthodologie est importante pour parfois elle prime, bon, je ne dirais pas sur les connaissances, mais sur pas mal d'autres critères. D'accord ? Et donc, le fait d'avoir une bonne méthodologie, un bon process, ça vous permet de quoi? De gagner du temps. Et on revient sur l'étape 1, du coup, la gestion du temps. Comment on peut gérer cette gestion du temps? Parce qu'on est méthodique. OK? Il peut être aussi opportun pour les candidats de commencer par les dossiers qu'ils maîtrisent le mieux. Donc, c'est un conseil, effectivement, que je vous donne. Très généralement, les dossiers les plus simples que l'on maîtrise, c'est l'audit, parce que c'est pas très compliqué, ou alors les opérations de restructuration. Et en effet, je vous conseille de le faire moi-même quand j'étais étudiant, hein, quand j'ai passé mon DSCG, mon UE4, je procédais pas forcément dans l'ordre. Je me disais pas, on m'a mis des dossiers 1, dossier 2, dossier 3, dossier 4, je fais comme ça. Non, vous êtes libre. Et au contraire, pour quelle raison vous allez pouvoir, enfin, il est même conseillé de commencer par ce que vous maîtrisez, parce que vous allez aller vite et vous allez vous mettre en confiance sur le sujet. D'accord ? Vous allez vous dire, c'est bon, ça je sais que j'ai maîtrisé. Bon, allez, sur 5 points, j'en attends 3,5, 4. Donc déjà, gros plus. Et vous l'avez déjà traité, peut-être en 40 minutes, alors que si vous l'avez laissé à la fin, l'aviez laissé à la fin, vous l'aurez fait en 1 heure, et ça aurait été compliqué. Alors, on a un petit commentaire. Bon, j'y viens après ce commentaire. Enfin, dernier conseil qu'il donne, il est de peu d'utilité d'apprendre par cœur des schémas d'écriture. Il faut comprendre la logique des retraitements demandés. Alors là, on est tout simplement spécifiquement sur la partie des retraitements, qui est un lourd morceau en consolidation. Et effectivement, on se rend compte que les schémas d'écriture ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'étudiants, ils les ont appris par cœur. Mais lorsqu'ils tombent à l'examen sur des retraitements qui ne sont pas exactement identiques à ce qu'ils ont appris, ça y est, ils ne sont plus dans leur confort et ils se noient. Alors que s'ils avaient appris la logique, sachant qu'il y en a énormément de retraitements, hein, on est pratiquement sur une vingtaine de retraitements en DSCG, ce qui veut dire que s'ils avaient appris plutôt la logique, compris la logique, ils auraient pu s'adapter. Alors c'est le plus compliqué, certes, mais c'est avant tout ça à ce niveau-là, c'est comprendre ce que vous faites et non pas apprendre bêtement. Bien qu'il faut parfois apprendre des choses bêtement. Ok? Donc ça, c'était les conseils du rapport du jury de la session 2021. Alors je vois qu'il y a un commentaire ici de Célette Sam, donc je lis, bonsoir à tous, sachez que ProConta c'est de la frappe atomique. J'ai eu mon DSCG du premier coup avec des résultats à la hauteur des cours dispensés et des conseils donnés par l'équipe pédagogique de ProConta. Il faut bosser, bosser, encore bosser, il y a des sacrifices à faire, mais cela ne dure qu'un an, ou 2, si certains passent en 2 ans. Donc mettez toutes les chances de votre côté, ProConta est un allié de taille. Eh bien, merci beaucoup Saled Sam pour ce retour que tu nous fais. Je ne sais pas si tu es encore là, mais vous avez la chance, celles et ceux qui sont présents. Alors, on ne l'a pas recruté pour faire la promo de ProConta, et pourtant, écoutez, on a un excellent retour de sa part. Donc c'est sympa, et au moins ça vous donne une idée pour celles et ceux qui sont notamment candidats libres. Alors, je reviens sur mon contenu, là, rapidement. Et je termine avec les conseils que je peux vous donner. Que ce soit en tant qu'ancien étudiant, qu'en tant que tout simplement correcteur. Mais là, c'est plus en tant qu'ancien étudiant, finalement, puisque je suis plus à même de vous conseiller. J'ai passé moi-même l'épreuve. Je sais ce que c'est. Donc, voilà. Alors, premièrement, aller droit à l'essentiel. Donc finalement, j'ai eu la remarque tout à l'heure lorsque je vous ai présenté les tableaux. C'est vrai que ça peut paraître long ce que le candidat ou la candidate avait présenté. Je vous l'accorde. Des fois, il faut savoir aller à l'essentiel. Même si vous savez des choses, ne montrez pas plus que ce qu'on va vous donner. D'accord? Quand vous savez qu'une question vaut un point, allez à l'essentiel. Faites tout pour avoir le point. On ne vous donnera pas 1,5 point sur 1. D'accord? Donc, aller à l'essentiel des choses, que ce soit d'un point de vue calculatoire que d'un point de vue rédactionnel. Ensuite, deuxième conseil, il y a des choses qu'on a vues ensemble, mais là je vous les donne moi purement.
balayez l'ensemble du sujet le jour J. Traitez tous les dossiers. Allez grappiller là où vous grappillerez des points. Si vous vous dites, je fais dans l'ordre les dossiers et je fais tout le dossier 1, je le traite à fond, le dossier 2 à fond, dossier 3 à fond. Mais il se peut que du coup, au dossier 4, il vous reste que 20 minutes. Sauf que dans ce dossier 4, vous savez faire des choses. Et du coup, le fait que vous manquiez de temps, eh bien, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Donc, allez taper les dossiers un peu partout. Quand vous bloquez sur une question, laissez-la. Vous reviendrez après, vous laissez une dizaine de lignes, hein, une demi-page, et vous passez à une autre question. Et si vous avez le temps, vous reviendrez. Parce que peut-être sur cette question, vous avez du mal, vous allez avoir la moitié des points, alors que sur une question que vous n'allez pas traiter parce que vous n'avez plus le temps, vous allez récupérer tous les points. D'accord? Donc, c'est aussi avant tout stratégique. Ce sont des examens, des diplômes stratégiques. Troisième conseil, maîtriser la gestion de son temps. Alors, c'est facile à dire, mais c'est plus facile à faire. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, il faut vous entraîner en conditions réelles. Donc, bien sûr, là, vous êtes à la phase, on est en janvier, donc c'est la phase où vous accumulez des connaissances et c'est clairement le moment d'accumuler, d'emmagasiner un maximum de savoir. Mais arrivé à un certain moment, hein, soit régulièrement vous le mettez en place, soit plutôt vers septembre, vers août-septembre, il faut commencer à s'exercer spécifiquement sur des cas d'examen. Que ce soit via des bouquins, via les sujets officiels, faites ce que vous voulez, mais il faut vous entraîner. Mais attention, quand je dis vous entraîner, ce n'est pas vous entraîner en vous laissant toute la journée pour faire un sujet de DSCG. C'est vous entraîner avec le temps imparti. Donc si vous avez par exemple une matinée, vous vous dites je fais de 9h à 13h le sujet de 2021. Et vous vous respectez. Vous arrêtez au bout des 4 heures, vous faites votre correction. Ou alors vous mettez un trait en vous disant que à tel moment je me suis arrêté, vous continuez, ok, et après vous corrigez. Et en corrigeant, vous vous dites, bon, ben, si je me suis arrêté au dossier 3, question 4, eh bien, vous vous dites, voilà, combien de points j'aurais perdu? Et ainsi de suite. Si vous n'avez pas 4 heures, hein, je vous donne un exemple, vous avez 1 heure ou 2 heures de temps, ben, vous faites la moitié d'un sujet. Vous dites, je fais 2 dossiers. Les 2 dossiers qui valent 5 points, ça fait 10 de moyenne. Donc, grosso modo, j'ai 2 heures pour faire les 10 dossiers. Vous voyez qu'on peut adapter son entraînement. D'accord? Mais la maîtrise du temps vient avec l'entraînement. Comme on dit, hein, difficile lors des entraînements, mais facile le jour du match. Si vous ne vous entraînez pas pour une course, vous ne faites pas des entraînements, le jour de la course, vous n'allez pas être dans votre temps imparti que vous vouliez. C'est exactement la même chose pour un examen. Pour le DSCG, l'UE4 plus particulièrement. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous apporter, c'est la présentation de la copie. Effectivement, il faut aller vite. Mais ce n'est pas parce qu'on va vite qu'on fait mal. On n'attend pas des rédactions incroyables. On n'attend pas, vous n'êtes pas en train de passer un concours de français, hein, mais à minima, à ce niveau-là, on attend quand même quelque chose de carré, quelque chose de propre, quelque chose de lisible, hein, de pas raturé, voilà, de quelque chose vraiment qui correspond au niveau que vous prétendez vouloir ou avoir. D'accord? Donc voilà les différents conseils que je peux vous apporter. Alors, est-ce que vous avez des questions, d'autres remarques sur ce que j'ai pu dire, sur ce que j'ai cité tout simplement, ou pas spécifiquement, tout va bien? Alors, je regarde le chat. Moi, j'ai un petit décalage, donc c'est normal si je mets du temps en attendant les questions. Si tout va bien. Alors, je vous présente rapidement quelques éléments, notamment l'accompagnement que propose ProConta. D'accord? Donc, c'est un petit peu le moment promo, je dirais, mais c'est important parce que moi-même, j'interviens, je suis enseignant chez ProConta et la preuve, vous avez eu un retour d'un étudiant hein, qui n'était pas prévu du tout, mais qui apparemment est intervenu pour vous faire un petit retour. Donc, en quelques minutes, là, et après, je vous libère, vraiment pour vous expliquer un petit peu que propose ProConta. Donc, ProConta, c'est l'UE4, bien entendu, du DSCG, mais c'est aussi d'autres UE. L'UE1 de droit et l'UE2 de finance. Donc, vous avez ces 3 UE qui sont proposés tout au long de l'année pour
vous aider, vous apporter son soutien, les connaissances attendues, la méthodologie, les entraînements à avoir pour réussir ces UE tout simplement. Eh bien, effectivement, Gérard, hein, le gros problème, c'est le manque d'entraînement. Et chez ProConta, par exemple, il y a, pour l'UE4, hein, je parle spécifiquement puisque j'enseigne dans l'UE4, il y a 3 épreuves blanches, 3 examens blancs type DSCG officiel pour vous entraîner. Et ils sont placés régulièrement proches de l'échéance finale. On a un programme qui est adapté à tous les profils de candidats. Donc chez nous, hein, d'ailleurs, c'est les statistiques qui ont été ressorties par l'équipe. On a grosso modo 50% de salariés et le reste se divise entre les sans-emploi, les apprentis, les étudiants, les indépendants. Donc, notamment ceux qui travaillent, ceux qui sont en candidat libre, eh bien ici, ce qui vous est proposé, c'est effectivement de vous accompagner et c'est sous forme de vidéo, donc on va le voir. Et du coup, ben, ça vous permet de travailler à votre rythme, sans vous bloquer, sans vous frustrer et de vous rendre compte que vous avancez de mois en mois, de semaine en semaine. Et finalement, ça sera adapté à tout le monde, hein, salariés, mais tous les autres profils. Vous voyez que 50%, 51% ne sont pas salariés, ou du moins, outre les apprentis. Comment se passe la préparation, ou du moins les étapes? Donc, dès lorsque vous êtes inscrit, 2 points. Premièrement, vous allez acquérir progressivement les connaissances. Donc, on va vous mettre à disposition du contenu petit à petit. Alors, si vous arrivez que maintenant, parce que ça a commencé depuis novembre, mais si vous arrivez que maintenant, il y a déjà du contenu mis en place, mais pas l'intégralité, ce qui veut dire que vous pouvez facilement rattraper votre retard et du coup avancer en même temps que tous les étudiants qui sont déjà inscrits. Il y en a plus d'une centaine, hein, du moins dans l'UE4. Qu'est-ce que vous pouvez avoir aussi de l'inscription? Eh bien, c'est l'acquisition de la méthode et le début de live d'entraînement. Comme je vous l'ai fait là un peu en live, il y a des lives réservés seulement aux étudiants de ProConta. Et ces lives-là permettent de quoi? Eh bien, de vous présenter la méthodologie concrète à travers des cas pratiques, soit extraits de sujets officiels, soit des cas montés par les enseignants, pour vous présenter un petit peu comment vous devez travailler ça, comment vous devez agencer ça le jour J. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, vers mai-août, comme je vous disais, hein, les 3-4 mois avant la fin, vous avez des entraînements en conditions réelles. Grosso modo, à peu près 3 examens blancs, répartis à intervalles d'1 mois, 1 mois et demi. Ce qui vous fait obligatoirement, ça vous force à vous mettre face à vous et à vos connaissances. C'est primordial. Et enfin, septembre-octobre, c'est l'entraînement intensif et de perfectionnement où vous avez les enseignants qui sont à disposition, qui font des vidéos pratiquement chaque semaine en live pour faire des entraînements spécifiques sur des points précis où on demande aux étudiants sur quoi ils veulent bosser. Et ça permet vraiment de pallier à plein de lacunes que des étudiants vont avoir à gauche et à droite et de rattraper, résorber ce retard en 1 mois ou à peu près 1 mois, voire un peu moins. Alors, je continue. Donc, comment ça se passe? Le ici que vous avez, hein, le programme que vous pouvez retrouver dans le bulletin officiel, eh bien, il est synthétisé. Vous voyez, hein, c'est des capsules, c'est des vidéos de 15 minutes, 12 minutes, 30 minutes, tout dépend la longueur. Et c'est possiblement à voir sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur. Donc, par exemple, vous rentrez du boulot, vous avez 30 minutes de métro ou 1 heure de métro, vous pouvez voir une vidéo ou 2. Non seulement ça vous fait passer le trajet beaucoup plus rapidement, mais vous apprenez des choses pendant votre trajet. Ce qui n'est pas le cas d'une école classique qui nécessite d'être présent en cours, etc. Donc là, c'est utilisable de partout, même en vacances. Outre ces vidéos donc visionnables par tout support, vous avez bien entendu des polycopiés, donc du contenu textuel pour celles et ceux qui veulent bien entendu, et c'est nécessaire, hein, apprendre, surligner, donc imprimer, surligner, ficher, etc. Mais sachez une chose, c'est que ces polycopiés-là qui vous seront distribués, là c'est un exemple en droit, avec le droit des sociétés, vous avez ça aussi en compta, pour la conso, peu importe, eh bien, on vous présente ces polycopiés sous forme de fiches. Donc, ça veut dire que finalement, le travail est grosso modo mâché pour vous, les enseignants, avec les vidéos qu'ils vont vous proposer sur des contenus bien spécifiques. Hein. Les fiches seront accompagnées de ces supports vidéo, ce qui veut dire que vous pourrez bien apprendre ce que vous avez sous les yeux et ce que vous aurez pu visionner. D'accord? Donc ensuite, ce que je vous disais dans les étapes, hein, des entraînements en vidéo en direct. Donc là, clairement,
voilà un enseignant qui enseigne justement en consolidation avec moi, hein, et qui proposait des entraînements sur les retraitements de pré-conso avec un chat, hein, vous pouvez communiquer directement avec lui. Et ici, donc, voilà, vous avez vraiment limite un enseignant à votre disposition. OK? Les dossiers d'entraînement. Donc ça, en plus de faire des examens blancs prévus en mode examen, en conditions d'examen vers la fin de la prépa, je dirais, des enseignants montent des dossiers. Par exemple, sur l'UE4, je suis moi-même le concepteur de dossiers d'entraînement, spécifiquement pour ProConta. Et ces dossiers d'entraînement-là sont intégrés à votre formation. C'est des dossiers que vous pouvez faire quand vous voulez, où vous voulez. Vous êtes libre en fonction de votre avancée, à votre rythme. Hein. Vous avez vu 2 vidéos, eh bien vous allez avoir par exemple un dossier qui va reprendre ces 2 vidéos. Et vous pouvez vous entraîner immédiatement, en plus d'applications que vous pouvez trouver n'importe où, mais là spécifiquement et ressemblant à ce que vous pouvez avoir à l'examen, sur des cas, des entraînements ici. Donc des dossiers d'entraînement proposés, et il y en a pas mal. Alors ça, c'était tout ce que finalement je vous proposais. Alors je m'arrête juste sur les questions, mais il y a quelqu'un qui répond, hein, pour moi. Pour le CPF, financement CPF, oui, c'est possible. Donc j'allais y venir. Alors, merci. Donc tu penses qu'il faut allouer combien d'heures par semaine pour une matière comme l'UE1? Ah oui, l'UE1, alors il y a énormément de contenu. L'UE1, l'ayant passé également. Donc, vous voyez que dans le droit, hein, en DSCG, ça regroupe un petit peu tous les droits que vous avez pu avoir en DSCG. Donc, le droit, je dirais, classique, le droit pénal, que vous n'avez pas forcément d'ailleurs en DCG ou à peine, le droit des sociétés, le droit des contrats, le droit de la consommation, le droit de la concurrence. Bon, il y a un peu de tout. Donc, il y a énormément de contenu. Ce qui fait que, en termes de travail, alors, c'est difficile de vous donner une fourchette d'heures, hein. Je vois que Jeanne, par exemple, dit 8 heures, mais ça va dépendre de votre profil. Si vous êtes quelqu'un comment dire, vous apprenez vite, vous comprenez vite, et vous assimilez vite les situations juridiques, etc., eh bien, ça dépendra. Vous travaillerez moins que quelqu'un qui doit apprendre par cœur parce qu'il n'arrive pas à comprendre les logiques, etc. Donc, il faut beaucoup de travail, hein, pour l'UE1. C'est quand même effectivement 8 à 10 heures peut-être par semaine. Mais encore une fois, ça peut varier. Ça peut être 6 heures pour certains ou 12 heures pour d'autres. D'accord? Donc, ce que propose la ProConta, donc je vous ai dit qu'il y avait 3 UE. Hein, c'est 3 UE, donc vous voyez les tarifs. Une UE, donc c'est 550. Si vous en prenez 2, par exemple, le droit et la compta, hein, notamment si vous êtes un master CCA, hein, par exemple, eh bien, ça sera 1050. Donc, c'est un petit peu moins cher que si vous en preniez 2 à l'unité, on dira. Et si vous prenez les 3, ça sera 1600 €. L'avantage, c'est que ça a été intégré d'ailleurs depuis un peu l'année dernière, on va dire, c'est que des facilités de paiement ont été mises en place 9 fois sans frais. Et ces mensualités-là, donc si on prend par exemple que l'UE1, eh bien ça équivaut à 61 € par mois. Si vous en prenez 2 ou 3, vous, grosso modo, vous doublez à peu près un peu moins. OK? Donc c'est relativement correct par rapport à des formations de ce niveau-là qui pourraient être proposées dans d'autres établissements. Les préparations, alors il y a eu la question justement. Alors je viens, merci. Et pour l'UE4, ben, l'UE4 peut-être un peu moins que le droit parce que c'est quand même pas mal de calculs et de méthodologie. Donc vous pouvez, comment dire, vous pouvez facilement, une fois que si vous avez un bon niveau comptable et une logique calculatoire, etc., ça peut tourner aux alentours de 5 heures par semaine, peu importe, 4 heures, 6 heures, tout dépend, dans ces eaux-là. Mais encore une fois, il est difficile, on ne peut pas jauger sur une quantité d'heures. Tout dépend, si vous êtes productif et vous êtes parfait pendant les 4 heures, c'est pas comme quelqu'un qui va travailler de 8 heures à 20 heures un samedi, mais qui à côté a des gosses derrière, doit faire à manger, vous voyez. Donc tout est relatif. On ne peut pas fixer une fourchette d'heures, c'est plutôt en fonction de votre profil, en fonction de votre capacité de travail, etc. D'accord? Alors Gérard, pour l'UE1, j'ai bossé 20 heures en tout, mais avec de l'expérience professionnelle. Et j'ai eu 11. Ben, bravo à vous déjà, hein, parce que 11 c'est une bonne note en UE1. Et après, bon, effectivement, alors si vous aviez de l'expérience professionnelle, c'est quelque chose qui a pu vous aider.
Et alors 20 heures, c'est relativement peu, hein, donc c'est joli ce que vous avez fait. Et vous l'avez compensé certainement par votre expérience professionnelle. Mais logiquement, pour des candidats lambda, des étudiants qui n'ont pas forcément une expérience aguerrie dans le domaine, eh bien, nécessitera beaucoup plus d'heures. Pour les préparations, donc justement, ce que je vous disais, au niveau des tarifs, elles sont également éligibles au financement tiers. Donc vous avez le CPF, la question a été posée. Si vous êtes chômeur actuellement ou vous envisagez de l'être, eh bien, il y a Pôle emploi qui s'occupe de ça et il y a même les OPCO, les organismes de formation qui sont éligibles, d'accord? Et alors ici, les tarifs sont légèrement plus chers puisqu'ils sont financés par des tiers, mais c'est possible, bien sûr, il faudra vous rapprocher à un moment donné si vous êtes intéressé et avez la possibilité, hein, de l'équipe ProConta. Également, un autre point là, donc on a vu les tarifs, on a vu qu'effectivement ça peut paraître excessif, même si honnêtement, hein, il suffirait de comparer autour, vous verrez que c'est relativement raisonnable. Si vous n'avez pas la possibilité de vous faire financer par un organisme, donc ça peut coûter pour peut-être des étudiants ou de jeunes actifs qui n'auraient pas ces fonds-là, eh bien si vous êtes étudiant boursier ou professionnel en recherche, il y a un programme qui s'appelle Égalité des chances. Et ce programme-là, il permet de bénéficier d'une bourse et donc par conséquent de financer partiellement votre formation. Ok? Et voilà, ne pas vous dire, mince, je passe à côté de cette formation parce que financièrement, ben, j'ai pas. Ok? Peut-être que vous pouvez adhérer à ce programme-là et ça serait une chance pour vous. Donc là, ce qu'on avait intégré, c'est des anciens qui témoignaient, hein, sur Facebook justement, mais si vous adhérez, vous pouvez le voir, vous pouvez, ne serait-ce que vous descendez les pages, si vous êtes sur ProConta, bah, voir un petit peu les retours. Hein. Là, qu'est-ce qui se dit? Merci beaucoup pour votre accompagnement, vos conseils, votre disponibilité et vos mots d'encouragement à la veille du jour J. Là, on a des retours de notes. Voilà, vous voyez, il y en a un qui a eu 16 en UE4. 12,75 en UE1. Là, Najla, elle a eu 14,5 à l'UE4, 11,75 à l'UE1. Bon, vous voyez qu'il y a relativement de bonnes notes. Donc après, bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous montrer plus de témoignages. Je vous en avais eu un en direct avec celle, je ne sais plus qui, là. Donc voilà. Sur ça, en tout cas, on a d'excellents retours, hein, chez ProConta et c'est avant tout ceci. Donc pareil, encore des étudiants ici qui témoignent, hein, qu'ils ont eu donc leurs notes, qui nous les donnent et qui expliquent. Hein. Vous voyez, la Blaise qui dit que grâce à vous, j'ai validé le DSCG après 3 essais infructueux. Donc bon, alors on ne prétendra pas que c'est forcément grâce à nous, c'est surtout grâce à sa détermination, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui lui a permis de passer le cap. Et peut-être pour vous aussi, peut-être pour celles et ceux qui ont qui ont échoué l'épreuve, et pour celles et ceux qui la débutent, hein, sachez que ce n'est pas évident. Alors, l'avant-dernier point, donc, des rendez-vous individuels sont proposés, justement, hein, sont gratuits. Vous pouvez contacter l'équipe qui vous répondra, qui vous conseillera justement sur les pièges qu'il faut éviter, gérer les révisions, comment les gérer. Donc, il y a ce suivi-là, comment ça se passe chez ProConta, s'il y a des conseils pour le déroulement de la formation, l'avancée de votre... est-ce que vous avancez à un rythme correct ou pas? Tout ça, vous avez un suivi finalement, comme si vous étiez à l'école où vous aviez des coachs derrière vous. Et donc pour cela, bah, je vous invite à prendre en photo ou à enregistrer le numéro, mais de toute façon, vous le trouvez sur Internet. Toutes les informations, si vous voulez vous inscrire, c'est à ce numéro-là, hein, qui est affiché, ou sur le site, vous pouvez directement y accéder, prendre contact. Donc voilà, alors je fais cette promo-là, mais c'est pas, je suis pas spécialement... je ne dis pas que ProConta est l'unique école, mais en tout cas, elle a fait ses preuves, hein, elle est récente, elle a d'excellents retours, elle a des enseignants de qualité, hein, je ne parle pas de moi, je parle des enseignants qui sont autres et que j'ai pu côtoyer. Et honnêtement, si j'étais étudiant aujourd'hui et que j'étais par exemple un candidat libre, j'aurais pas hésité à le faire. Voilà. C'est vraiment ce point-là, hein, cet accompagnement-là que je pense qui est primordial et qui peut être intéressant pour celles et ceux qui sont intéressés.
Voilà, donc si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Sinon, bah, ça fait déjà 1 h 30. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre participation pour ce live. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques éléments de réponse, un peu vous aiguiller, vous conseiller, vous donner des conseils, vous mettre à ma place, à la place des correcteurs. Et je vous souhaite bon travail, bon courage. Peut-être à très bientôt sur ProContas si vous nous rejoignez, hein, si vous rejoignez l'aventure. Et peut-être à très bientôt aussi dans vos copies, même si je ne saurais pas qui est qui, puisque vous êtes anonymisé. Voilà. Eh bien, Gérard, c'est une excellente idée. Au moins, voilà, après, vous inscrire, à vous de prendre la décision finale, mais n'hésitez pas à les contacter. Après, vous prendrez la décision à votre âme et conscience, mais voilà, je pense qu'il est intéressant de prendre les informations. Nina, ben, avec plaisir. Merci à vous d'avoir participé jusqu'au bout. Hein, il y a eu quelques personnes qui se sont échappées. Bon, c'est l'heure de dîner aussi, donc on peut le comprendre. Je vous en prie, Jeanne. Avec plaisir. Je mets un terme au live s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas de questions particulières. Donc bonne soirée, bon appétit et peut-être à bientôt. Allez, au revoir, messieurs, dames.